aujourd'hui, c'est quoi qu'est-ce qui te freine pour rentrer, par exemple? C'est quoi tes appréhensions? C'est quoi c'est quoi tes réticences? En vrai, rien. Hein. En vrai, rien. Je n'ai pas d'appréhension ni de réticence parce que ça fait déjà plusieurs années maintenant que j'ai amorcé le retour. Donc, j'ai un pied-à-terre à Libreville. Ma famille est là-bas. Mais c'est vrai que c'était plus le côté professionnel qui faisait que je suis encore ici. Parce que le fait d'être à Paris, c'est un carrefour où on peut rencontrer toutes les nationalités. Et quand je dis toutes les nationalités, la plupart des artistes ou des gens qui sont dans la sphère médiatique, ils se battent pour arriver à Paris, et, quitte à faire un concert, une conférence, un machin. C'est plus facile de les croiser ici. Par exemple, là, j'étais au concert de José hier. La semaine d'avant, il y avait Roselyne Layo, il y avait la Team Peya. Tu vois, c'est des gens que si je dois aller à Abidjan pour les interviewer, je vais beaucoup plus galérer que lorsqu'ils viennent à Paris, par exemple. Ou alors je vais rencontrer des artistes ougandais qui passent ici, Sauti Sol, les gars du Kenya qui passent ici. Donc c'était plus ça. Et quand il y a eu le Covid et que plus personne ne pouvait voyager, moi je suis quand même parti. J'ai fait le Togo, j'ai fait le Bénin, j'ai fait Kinshasa, j'ai fait le Gabon à ce moment-là, j'ai fait plusieurs villes et plusieurs pays. Et eux, ils étaient coincés parce qu'ils ne pouvaient plus voyager vraiment sur place. Et moi, j'avais eu la chance ou la malchance d'être vacciné. Et du coup, j'ai pu traverser. On saura ça très bientôt. Voilà, on saura ça bientôt. Donc, du coup, j'ai traversé les frontières quand même un peu plus simplement. Et ça a fait que les gens, ils trouvent beaucoup plus, ils se sentent beaucoup plus respectés lorsque tu vas sur leur terrain, quoi. Je me souviens quand je suis allé au Togo, j'ai rencontré des gars de là-bas, pas forcément des musiciens, même des animateurs super connus sur place, et ils se sont dit, mais le gars, il est à Paris, il fait son truc là-bas, mais il vient jusqu'au Togo pour me rencontrer moi, quoi. Et là, il se sentait plus respecté et il venait volontiers. On faisait l'émission, le podcast, tout ce que tu veux. J'ai rencontré Lord Lambeau à Kinshasa, par exemple. Je suis allé dans son église. Il a dit non, on va faire l'émission à tel endroit, dehors et tout, en extérieur. C'était plus motivant de le faire dans ce sens-là. À l'époque où personne ne pouvait voyager. Et maintenant, quand les choses sont revenues à la normale un peu et que je suis revenu ici, je voulais déjà rentrer, mais il y a eu la santé de ma mère qui a vacillé et ça a fait que je reste ici parce que pour la faire soigner, on voulait la faire venir à Paris et moi je pouvais pas partir et ne pas être là présent pour elle à ce moment-là, quoi. Donc c'est ce genre de choses qui ont fait que je reste, mais en vrai à partir de maintenant je peux partir dès que possible. Ah, du coup tu n'as vraiment aucune crainte et tout? Pour toi, tout est tracé, Non, pour moi, tout est tracé. Mais pour tout te dire, il y a un peu plus d'un an, j'avais déjà décidé de rentrer. J'avais dans ma tête déjà tout coupé ici. Hein. J'étais en mode, je résilie tout mes abonnements, internet, téléphone, machin. Genre, on était au mois de juillet. Et puis, j'avais dit qu'en septembre, 1er octobre, je suis parti. Sauf qu'au moment où je décide de partir, là encore, c'est Dieu qui agit d'une façon. Il m'a il a fait venir à moi un contrat pour que je travaille avec une radio qui s'appelait à l'époque Ado FM. Elle était devenue Swig. Et là, ils allaient relancer la marque Ado et puis ils cherchaient des nouveaux talents ou des personnes qui étaient en mesure de relancer la marque. Et puis, je trouvais que c'était un challenge intéressant. Travailler sur une radio nationale ici en France, musicale, qui fait dans le hip-hop. J'ai dit ok, pourquoi pas, j'ai accepté. Et ça fait que je repousse mon retour, quoi. Et en repoussant mon retour, il y a eu la santé de ma mère qui a vacillé. Et c'est là où tout s'est expliqué, quoi. Que si j'étais parti, j'aurais pas pu être présent pour l'aider. Et j'ai eu ce truc, ça a fait que je reste. Et du coup, tu reprolonges tous tes trucs, Internet, tous les machins et autres. Et après, la flemme de les résilier à nouveau. Je m'attendais plus à des appréhensions de l'ordre du pratique à la vie
à la vie au Gabon, si c'est au Gabon que tu rentres. Ah ouais. C'est vrai qu'il y avait de ça. Tu vois, il y avait de ça, mais ces a priori là et ces appréhensions, je les avais avant de rentrer en Afrique régulièrement. Parce que comme je t'ai dit, quand il y a eu le Covid, je suis parti et je suis resté 9 mois, j'ai tourné un peu partout. Je suis même resté 1 an, j'ai tourné un peu partout. Et je suis allé vivre à Kinshasa pendant 1 mois. Donc Kinshasa, c'est la jungle. Quand je dis c'est la jungle, c'est une ville, ils sont 20 millions d'habitants dans une ville. C'est-à-dire tu peux te mettre à un carrefour, tu vois des flots et des flots de personnes qui marchent. Je disais à ma nièce, mais il y a quoi? Il y a une manifestation, qui sont ces gens? Où est-ce qu'ils vont? Elle me dit, ah mais non, ils vont soit au travail ou soit ils rentrent chez eux. Mais genre des flots et des flots de personnes, quoi. Il y a tellement d'habitants, il fait super chaud. Et je suis arrivé le premier jour à Kinshasa, coupure d'électricité. Donc moi je me dis, bon, c'est comme à Libreville, ça va pas durer, ça va revenir. Tu parles. On est resté 3 jours. Ah non, j'ai fait dire à Libreville, ça dure maintenant. Au bout de 3 jours quand même. Moi, je suis resté 3 jours sans électricité. Et au moment où j'avais chargé mon téléphone pour la dernière fois avec la batterie de mon ordi, donc j'ai dit maintenant à ma famille, là, si vous n'avez plus de mes nouvelles, c'est que je ne sais plus comment recharger le téléphone. Tu restes 3 jours sans électricité, parfois 2 jours sans eau. C'est des trucs qui te rendent humble en fait. C'est-à-dire, tu peux plus faire la grosse tête. Tu peux faire non, la mais grosse justement, tête. tu peux aussi te dire, c'est pas. Je ne me vois pas vivre dans ces conditions. Justement, ça te permet déjà de revenir au stade où tu te dis, bon, eux ils sont ici, ils vivent avec ces conditions, et voir comment ils s'observent, comment ils s'en sortent. Ça m'a appris ça déjà. Donc je me suis adapté à la situation, et je peux te dire que au bout d'1 mois, au moment où je devais partir, et quand je suis rentré à Libreville, je disais, mais on a tout le temps le courant ici, on a la clim, on a tout le temps la télé. Je trouvais ça même trop, quoi. Tu vois, j'étais là, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Il y a trop de courant et t'abuses. Il y a trop de courant à Libreville. C'est ça, en fait. Finalement, en tant qu'être humain, on s'habitue, on s'adapte à toutes les situations. Ça m'a vraiment forgé. Ça fait en sorte que je sache que si je rentre au pays, je peux au moins trouver des solutions alternatives. Par exemple, acheter des cuves d'eau que tu mets en hauteur. Ça, j'ai appris ça au Togo, à Lomé. Eux, ils n'ont pas de surpresseur. Ils ont des cuves. Ils les mettent sur les toits. Et ben comme ça, quand l'eau arrive la nuit, la journée, s'il y a des coupures d'eau, l'eau coule seulement directement dans les tuyaux sans avoir besoin d'électricité. Ce genre de petites choses. Je me suis dit, tu pires, c'est des bonnes idées que tu vois à gauche, à droite. Tu les refais là où tu vis et puis tu vis à l'aise, quoi. Lance même des business. Voilà, tu peux me lancer des business. Et je peux te dire qu'à Lomé, il y a un business qui m'a tué. Et je suis obligé de le dire là parce que tu viens de me le rappeler. Un mec qui avait une camionnette, que nous on appelle les food trucks, tu vois, les food trucks. Voilà, lui c'est pas une pizzeria, c'est pas un hamburger qu'il y avait. Dans son truck, il y avait que des imprimantes. Et en fait, il se baladait à côté des centres administratifs, en ville et tout ça. Il se gare là. Il ouvre son truc, il dit venez imprimer vos documents là, demi-carte, photo, tout il fait. Et je me suis dit, mais le truc est trop génial, quoi. Je me souviens combien de fois on était à Libreville, on cherchait où imprimer, où faire des trucs. Quand il dit non, on va au cyber. Sauf que là, t'as un gars, il a sa camionnette, c'est pas un food truck, c'est pas la bouffe qu'il vend, mais c'est des imprimeries, de la reprographie qui te fait en 2-2. Et je me suis dit, ça c'est un business, tu le lances au Gabon où ça peut marcher, tu le lances à Kin, ça peut marcher. Parce que au Gabon, moi je le vois vraiment comme un pays laboratoire où tu fais des essais. La population n'est pas assez nombreuse pour que ça marche, mais maintenant en développant des trucs, voilà, ça peut marcher. Voilà, j'ai donné une idée de business à quelqu'un. En tout cas, la personne qui veut. Après ce qui se passe, c'est que tu as des. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est quand on va au CEDOC, pour tout ce qui est passeport ou enfin tout document d'immigration, peu importe. Maintenant, tu as des gars qui avaient c'était des kiosques en fait qui ont compris le business, ou du moins qui ont compris le besoin et qui ont rajouté dans leur offre de service, on va dire ça comme ça, la partie impression, quoi. Voilà. Comme tu as des gars qui font des photos d'identité sur place, et dès que tu descends du taxi à côté du CEDOC, on te hèle. Photo. Voilà. Photo, impression, ouais. C'est ça, il y a eu un besoin et une demande, et puis voilà, on crée le service. Et du coup, ton nouveau projet qui est plus si nouveau que ça, vu que tu as commencé la chronique à RFI. Mais ça pareil, tu n'es pas obligé d'être sur place pour. Ouais, je suis pas obligé d'être sur place pour la réaliser.
Mais en fait, le projet a commencé avec la chronique, mais ça va se décliner en d'autres choses et c'est pour ça que je suis encore là, parce qu'il faut que je le mette en place. Et une fois que c'est mis en place, j'espère après les Jeux Olympiques, là, je pourrais rentrer maintenant plus souvent. D'autant plus que il y a encore des choses à surveiller à Libreville, à Kinshasa avec la famille, tout ça. Donc, c'est mieux si je suis sur place que si je fais ça à distance. Et ce qui est drôle, c'est que quand je rencontre d'autres personnes dans la famille, ça peut être mon frère même parfois, et ils ont aussi envie de rentrer. Ils ont aussi envie de rentrer, de faire des choses au pays. Parce que figure-toi que pendant le Covid, moi, je faisais mes trucs, mes bails. Je me dis, bon, je suis à tel endroit, personne ne me remarque. Mais beaucoup d'amis, et des amis même proches, ont pris la décision de sauter le pas à ce moment-là et de rentrer. Ils sont rentrés, quitte à Cotonou ou à Lomé. Il y en a même un qui rentre à Yaoundé, l'autre à Conakry. Ils ont dit, ouais, mais je te voyais comment tu bougeais, comment tu faisais ton métier. Nous, on était coincés dans les maisons. Ça m'a donné envie d'avoir une meilleure qualité. Je suis rentré. Donc, tu vois, je pense qu'on aspire tous à ça, quoi. C'est un peu comme toi, quand je te regarde, t'es rentré. Et quand tu es rentré... Et moi, je suis rentré depuis. Oui, mais quand tu es rentré, moi, je me suis dit, mais pourquoi André rentre ? Elle a tellement de talent, elle peut faire tellement de trucs ici, mais sauf que c'est en écoutant le podcast que j'ai découvert tout ce par quoi tu étais passé, tout ce par quoi tu passais, les doutes, le job qu'on trouve pas, le mémoire ou le diplôme à finir, tu vois. Ça fait partie des difficultés que les gens comme nous, quand je dis gens comme nous, je veux dire ceux qui sont partis du Gabon après le bac, ensuite venus ici et ont subi, quoi, ou ont vécu. À un moment donné, tu te retrouves. Et ils sont pas rentrés ? Il y en a qui sont rentrés. Il y a d'autres qui ne sont pas rentrés. Moi, je connais des gens qui sont rentrés juste parce qu'ils avaient le mal du pays. Parce qu'ils avaient la possibilité d'avoir un boulot ici, mais ils sont rentrés juste parce qu'ils avaient le mal du pays. Ils ne supportaient plus la vie en France, les impôts, les taxes, les machins. Un truc bête comme tu as ta voiture, tu ne sais pas où la garer. Parce que il n'y a pas de parking. Il n'y a pas d'endroit. Voilà. Il n'y a pas d'endroit où garer. Il y en a qui sont rentrés à cause de ça. Hein. C'est vraiment des trucs tout bêtes, quoi. Mais on se sent à l'aise à la maison. L'impression que j'ai, c'est que c'est comme s'il y avait un délai, tu vois. J'essaie de le formuler correctement dans ma tête déjà, mais c'est comme s'il y avait un temps. Passer ce temps-là, si tu n'es pas rentré parce que effectivement la vie de l'étranger te fatiguait, parce que tu te sentais pas à ta place, que tu voulais rentrer chez toi, j'ai l'impression que passer un certain nombre d'années, en fait, c'est difficile de rentrer parce que le confort de vie, les facilités, le décalage qu'il y a en termes de mentalité même. Ouais. Moi, je suis rentré super tôt. Je suis rentré vraiment très tôt. Je suis rentré en 2012. Et malgré tout, j'en arrive à avoir des écarts de mindset qui sont terribles. Tout à l'heure, je discutais encore avec Karl et je disais, mais ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans que je suis rentré, ça doit faire à peu près 10 ans que tout le monde me dit, on sait pas ce que tu fais au Gabon, ta place est pas là. Non mais pas long, quoi. Et au début, je refusais qu'on me dise ça, et puis même moi aujourd'hui dans le monde professionnel, je me dis mais c'est fou en fait. Pourtant, je suis même pas resté si longtemps que ça en France au final. Au final, je suis resté 6 ans en France et ça fait 12 ans que je suis rentré. Donc ça fait 2 fois plus de temps que je suis rentré. Et je suis jamais reparti en France, même pas en vacances. Bon, ça c'est parce que ça ne m'intéressait pas. Et puis les Français font trop les blagues avec leur visa. Mais du coup, pour éviter d'avoir la honte et le somme d'un refus de visa, j'ai pas testé. Mais ça fait quand même 12 ans que je suis rentré et je suis en mode non, le décalage en termes de mentalité, mais même au taf, c'est chaud, quoi. Je sais pas si si j'étais resté 12 ans en France, je sais pas si j'aurais eu la facilité de rentrer, tu vois. Je me serais dit non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'il y a un tournant où il faut rentrer à ce moment-là, ou après c'est trop tard, et du coup tu peux. Mais je vais même te dire un truc qui te concerne toi. C'est que moi j'ai toujours eu l'impression que même lorsqu'on était
au Gabon, tu sais, quand on était au lycée, quand on était plus jeune, ado et tout, j'avais déjà l'impression qu'on était différent des autres. Qu'on n'était pas à notre place. Ouais, moi je trouvais que tu avais une ouverture d'esprit qu'on trouvait rarement chez nos semblables, quoi. Nos potes, nos amis, beaucoup, ils étaient, j'ai envie de dire, très, très gabonais. Ils n'avaient pas des idées de rêveurs un peu comme nous, des ambitions. On paraissait toujours trop bizarre. On nous jugeait de personnes un peu bizarres parce qu'on se démarquait. Je me souviens que tu aimais aussi un peu le basket. Donc, on pouvait parler basket à l'époque et tout. Ah non, mais à l'époque, je parlais de tous les sports avec les garçons. Voilà. Et tu vois ça, déjà, les autres, ils disaient non, mais la fille, là, elle connaît un peu trop de choses. Alors que, bon, nous, on veut juste qu'elle ferme sa gueule, qu'elle nous donne la bière, et qu'on aille manger un burger, tu vois. Ce genre de choses. Donc, est-ce que tu t'es déjà senti à ta place une fois? Tu vois, c'est ça. C'est pas est-ce que tu es rentré trop tôt. C'est est-ce que tu t'es senti à ta place? Non, je pense que je me sens à ma place avec des gens, avec les gens qui font... Les gens que j'ai choisis aujourd'hui qui font mon entourage. Même si des fois j'ai l'impression d'être décalé. Bon, j'avoue que même il y a des fois je suis... Ah, mais tu me poses une question de fou là en fait. Maintenant que tu me poses la question, non, si je me sens à ma place avec des gens. Pas forcément à des endroits, mais c'est des gens que j'ai choisis au final. Pas tout le temps, pas pour tout, parce qu'il y a quand même des sujets pour lesquels je sens bien qu'on est en déphasage. Et c'est peut-être pour ça que j'ai des relations distinctes en fait avec chacun de mes amis. J'aborde pas forcément les mêmes sujets parce que je vais être plus à l'aise à aborder certains sujets avec telle personne et d'autres sujets avec une autre personne. Mais je me sens à ma place quand je suis avec les gens que j'ai choisis. Mais après, en termes d'environnement, effectivement, plus large, je sais pas si je me suis déjà sentie à ma place. Mais c'est hallucinant parce que des fois, c'est sur des choses qui sont sur mon style vestimentaire. Pourtant, je pense pas avoir... on va commencer par mon style capillaire. Sur mon style capillaire... Je sais pas pourquoi, c'était ouf parce que je suis rentrée au Gabon et je pense que j'étais passée au naturel depuis 1 an à peu près. Donc déjà oui, le truc qui te tombe dessus parce que tu dis tu es rentré chez toi en Afrique, au Gabon, on te fait des réflexions sur tes cheveux qui sont naturels. Ouais, donc ouais, je me suis pris plein la gueule avec mon style capillaire. Dans ma jeunesse... j'avais des piercings au visage, donc ça c'était plus être en décalage par rapport à mes frères et sœurs. Je pense que j'ai toujours été l'enfant un petit peu différent, tu vois. Moi j'avais un piercing à l'arcade, à la langue, machin, des trucs comme ça. Bref, je faisais des trucs de fou avec mes cheveux parce que j'étais convaincue que les cheveux, bah ça va, ça vient. Le jour où tu veux des cheveux longs, tu mets une perruque et puis voilà. Donc j'ai toujours eu un côté un peu décalé, mais pourtant j'ai pas l'impression qu'il était très décalé en fait. Ouais. Mais je me suis pris trop décalé pour les autres. Trop décalé. Et franchement, ils sont pas dans d'autres pays, hein. Parce que je me trouve pas forcément très différente. Mais si, je me suis pris des réflexions, enfin, pas toujours méchantes, hein. Des fois même admiratives, tu vois, de gens qui trouvaient que j'avais le courage de faire un petit peu ce que je voulais. Je sais pas pourquoi, très souvent on m'a associé au Sudaf. J'étais en Afrique du Sud, j'avoue, une fois, j'ai pas fait assez attention, mais dans mon style, oui, t'es comme une Sudaf, tu fais des faux locks, t'es comme une Sudaf, toi t'es dans l'afro, t'es comme une Sudaf. Je comprends pas c'est quoi être comme une Sudaf, mais par exemple, oui, je me suis prise souvent des réflexions de t'es pas à ta place, mais comme c'était pas forcément méchant. C'était vraiment genre, t'es différente, t'es pas à ta place c'est pas ici. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui en fait, ça arrive pas tout le temps, mais on me le dit encore au moins 1 à 2 fois par an. Tu n'es pas dingue. À ta place ici. Mais ma place c'est où? C'est ça, c'est la bonne question. Ta place est où? Ta place est où? Parce que je pense qu'en France aussi tu te sentais pas à ta place. Non, en France je me sentais pas à ma place du tout. Ouais. Et en plus je voulais pas y aller au départ.
Ouais. Je voulais pas y aller. Je voulais pas rester au Gabon non plus, hein, qu'on se dise la vérité. J'étais pas particulièrement attirée par la France. C'était le confort / la stabilité pour les parents, parce que j'avais déjà des frères qui y étaient. Et que vu que j'ai eu le bac à 16 ans et demi, on n'allait pas m'envoyer n'importe où toute seule. Mais j'ai jamais été particulièrement attirée par la France. Et non, j'ai pas été à ma place. Même si... Mais en fait, je pense que vraiment, c'est les gens. J'étais bien avec certaines personnes, mais je me voyais pas forcément y vivre longtemps. Après, je me dis qu'avec le temps, si j'avais fait un peu de forcing par rapport à l'école, comme j'expliquais, et que... non, je pense que j'aurais juste été malheureuse, en fait. J'aurais juste été malheureuse. Ouais. Et je carbure pas à l'obligation. Étrangement, je me considère pas forcément comme quelqu'un de passionné, mais je carbure pas à l'obligation. Je carbure en tout cas à l'intérêt un minimum. Et comme ce que je faisais en France ne m'intéressait pas plus que ça, je pense que ça aurait pas, il n'y avait pas de moyen que ça marche. Ouais, maintenant ici, j'ai eu la chance d'essayer plein de choses, d'avoir différentes expériences et donc de pouvoir avoir, comment dire ça, d'avoir compris, je teste et puis je vois qu'en fait ça me plaît pas. En fait ça me plaît. Et pour finir, j'allais dire, en fait, ma place, c'est vraiment... Ça a une dimension humaine, en fait. C'est pas un endroit. Ce sera pas un endroit, ce sera vraiment les gens. Les gens qui m'entourent. Ouais. Qui vont me faire me sentir à ma place ou pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et je pense... alors, j'ai eu une proposition il y a quelques jours d'avoir une émission sur une radio. Et enfin, on m'a demandé est-ce que ça t'intéresse d'avoir une émission sur telle radio. Et j'ai dit à la personne déjà, est-ce que tu es au courant que je suis plus à Libreville et tout. Donc on discutait un petit peu. Et je lui ai demandé mais une émission de quoi, sur quoi. Et il m'a dit en vrai t'as le choix de proposer ce que tu veux. Je lui ai dit écoute, moi je pense que ce qui m'intéresse aujourd'hui, déjà c'est plus la musique au point d'en discuter, d'avoir mon émission de musique, genre participer par exemple à un podcast comme Déconfiné ou participer au veillées de Bolitrab à l'époque où c'est une fois par mois et puis tu débarques, vous avez des sujets de musique, c'est pas toi qui es animateur. Ça je peux le faire en tant que participante, oui, mais de me dire que je vais faire quelque chose de régulier sur la musique, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de vouloir, non, je suis sûr de pas vouloir le faire. Mais par contre, je veux que ma voix serve à des choses qui ont des dimensions humaines, comme The Little Voice in My Head, en fait. Je me dis, si c'est un truc où il y a une dimension humaine, de société, peut-être. La musique, non, ça ne... C'est plus trop ce qui te motive. Non, c'est plus trop ce qui me motive. C'est l'humain qui me motive. Je trouve ça beau, les différentes personnalités, la complexité de l'humain. Je trouve ça intéressant, la complexité, la différence, mais aussi de se rendre compte qu'il y a beaucoup de ressemblances. Je trouve ça excellent. Et pour moi, c'est ce qui mérite de... En tout cas, c'est ce que j'ai envie de continuer à découvrir et de partager. Et je trouve ça très intéressant parce que lorsque tu avais fait un podcast avec une de tes invitées qui parlait de la fausse couche qu'elle avait vécue et de toutes les étapes relatives au deuil, comment elle a vécu son deuil, comment il faut faire son deuil, les personnes qui l'ont aidé, parfois en le sachant, parfois sans le savoir, ceux qui l'ont enfoncé avec des réflexions parfois idiotes et tout. C'est quelque chose qui moi-même m'a aidé aussi lorsque je me suis retrouvé dans ce deuil-là avec ma mère qui nous a quittés en début d'année 2024. Et tu tombes sur des personnes qui agissent de la façon dont elle a décrit le truc dans le podcast. Et je me suis dit, c'est ça l'intérêt en fait du podcast. C'est ça aussi ta force. Savoir faire ressortir des gens, des choses qui serviront aux autres. Parce qu'il y a des ressemblances, voilà. C'est l'objectif principal. Voilà. Et je ne cesserai de le dire, c'est l'objectif principal.
Quand j'ai enregistré cet épisode-là, bon, pour le coup, c'était pas une fausse couche, elle avait quand même accouché, Astrid. Quand j'ai enregistré cet épisode-là, je pensais à une amie qui venait de perdre un bébé, parce que c'était une grossesse extra-utérine et que on n'avait pas d'autre choix que d'interrompre la grossesse. Et tout le long, je pensais à mon amie. Parce que je me disais, j'ai beau être empathique comme je suis, il y a des choses que je n'ai pas expérimentées. Je n'aurai jamais les mots et je ne pourrai même jamais ressentir la moitié de la douleur que la personne ressent ou a ressenti. Donc ce serait bien que cette amie-là qui traverse une période très difficile l'entende. Qu'elle entende quelqu'un qui est passé par là, plus ou moins. Ouais. Parce que ça reste la perte d'un enfant, pas dans les mêmes conditions, mais qu'elle l'entende et qu'elle sache que ce sera pas forcément demain, mais qu'elle va sortir la tête de l'eau. C'était vraiment ça l'idée, quoi. Et c'est vraiment c'est peut-être pour ça que j'ai aussi très envie de parler de sujets, j'ai envie de dire délicats, de choses dont on ne parle pas souvent, ou pas en public. Et, surtout chez nous. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne dit pas. Surtout chez nous. Je te cache pas que je me demandais si on allait aborder le départ de ta maman. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu tôt et tout. Mais pour moi, c'est des choses. En plus, un homme qui parle de perte, de deuil, des différentes étapes, de comment ça a été traversé, ou de comment c'est en train d'être traversé, de ce qui a aidé, de ce qui n'a pas aidé. C'est le mot que j'ai envie de dire, c'est rafraîchissant, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est. Ouais, mais je comprends le mot. Ouais, tu vois, c'est les gens ont besoin de ça. Et je pense, et il y a une phrase que mon petit frère m'a dit, je pense que je vais le dire à chaque fois, que mon petit frère m'a sorti en écoutant un des épisodes, je sais même plus lequel des épisodes. Il m'a dit, en fait, les gens nous ressemblent beaucoup plus que ce qu'on le pense. Ouais. Et je me suis dit, ça va limite être la tagline du podcast, quoi. Ouais. Les gens nous ressemblent beaucoup plus que ce qu'on pense. Est-ce que tu aurais une question à laisser pour le prochain invité? Si il avait la possibilité de tout recommencer, est-ce qu'il aurait fait le même choix? Je vais laisser la question ouverte. J'aurais pu préciser même choix de carrière, même choix de vie de couple, ou tout ça, mais je veux dire, est-ce qu'il aurait fait le même choix? Est-ce que toi-même tu aurais fait les mêmes choix? Je pense que non. Même pas je pense, j'en suis sûr. Je sais que non. Ça me donne envie de continuer là. Parce que tu as des regrets? Non. Allez, si, un peu. Franchement, tu m'as titillé. Bah, forcément, oui, il y a des choses qu'on regrette ou qu'on se dit j'aurais pu faire les choses différemment. Mais après, je sais que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, ça m'a donné la possibilité d'être une meilleure version de moi-même aujourd'hui. Ouais, parce que quand tu prends autant de coups dans la vie, il y a souvent une raison derrière. Et tu ne le découvres qu'après. Parce que je me souviens, dans ma tumultueuse vie en France, et quand je m'étais marié, je me suis marié très jeune, là, en tout cas la première fois. Attends, t'es marié combien de fois? Mais cet épisode ne va jamais finir. Non, voilà, je veux dire, quand je me suis marié très jeune, et que quelques années plus tard, mon épouse est décédée, feu mon épouse, et je me suis retrouvé face à mes parents qui m'ont dit une phrase qui m'avait touché, c'est mon fils, nous on n'a jamais vécu ce que tu vis là, on n'a pas cette expérience là, donc on ne sait pas ce que ça fait que de perdre un conjoint. Mais ils avaient été là, tu vois, ils avaient fait leur rôle de parents. Et quand des années plus tard mon père a perdu sa femme, j'avais l'impression qu'on se comprenait un peu plus, tu vois, qu'on partageait quelque chose, voilà. Et
Et ça fait qu'au début, quand tu vis la chose, tu le vis de façon injuste. Et puis des années plus tard, quand tu deviens celui qui console ton père, tu te rends compte que il y avait un sens quoi, à tout ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Du coup, on va se dire au prochain épisode. Ouais, aux prochains épisodes avec un S. Ah oui, aux prochains épisodes. Download this podcast for free. Let's go!